nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette édition. À la une, les gangs tentent d'étendre leur influence et progressent dangereusement vers Delma et Pétionville. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, les habitants de Crissoir, Delma 32 et des zones avoisinantes ont vécu une nuit de terreur. Pendant ce temps, les agents de la police nationale d'Haïti tentent de contenir leur avancée. Scandale de corruption à la BNC, les conseillers présidents bénéficient-ils d'une immunité? L'émission de mandat de comparution à leur encontre divise l'opinion, certains soutenant la démarche, d'autres s'y opposent. Également au titre de ce mercredi, le Conseil électoral provisoire est désormais au complet. Deux nouvelles femmes, Magali Georges et Yves-Marie Édouard, rejoignent les rangs, complétant la liste des représentants des 9 secteurs prévus pour composer cet organe. Bienvenue au développement de ce journal. Des gangs armés ont effectué une incursion violente dans le quartier de Crissoir, où des échanges de tirs intenses ont résonné pendant plusieurs heures. De la soirée du mardi 3 au mercredi 4 décembre 2024, les bandits ont également mis le feu à des véhicules hors d'usage, aggravant encore la situation. Ils ont également mis le feu au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées qui célébrait ce jour-là la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Les résidents des quartiers de Crissoir, Delma 32 et 40 ont été plongés dans la terreur, provoquant un exode massif malgré la pluie qui venait à peine de cesser. Près de panique, de nombreux habitants ont fui vers des zones plus sûres, tandis que la violence continuait de semer l'angoisse de la région. Parallèlement, les affrontements entre les forces de l'ordre et les membres des gangs se sont poursuivis toute la journée du mercredi. Plusieurs autres secteurs ont été placés en état d'alerte, tandis que des brigades de vigilance ont bloqué divers axes routiers, notamment à Crissoir et Canapé-Vert. Un embouteillage monstre sévit dans la capitale depuis plusieurs semaines. La circulation devient de plus en plus difficile, notamment dans les zones de Delma, Pétionville et Bourdon. Des citoyens sont contraints de rebrousser chemin, tandis que d'autres cherchent des itinéraires alternatifs, ce qui entraîne encore plus de bouchons dans les rues. Même les agents de la police nationale d'Haïti semblent dépassés par la situation. L'augmentation du nombre de véhicules, tant privés que publics, dans ces zones déjà saturées aggrave encore la crise. Dans ce reportage, nous nous penchons sur les causes et les conséquences de cette paralysie du trafic dans la capitale. Un reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. Un embouteillage monstre est observé dans la capitale depuis quelques semaines quand on refuse de parcourir 1 ou 2 kilomètres à pied sur des trottoirs boueux couverts de poussière pour vaquer à ses occupations. Il faut rester plusieurs heures coincé dans un autobus ou un tap-tap. Dans ce décor apocalyptique que présentent les tronçons de diverses routes de la capitale, des chauffeurs essayent difficilement de se frayer un chemin, les véhicules se coincent, les poids lourds s'immobilisent et les motocyclettes cherchent le moins d'exutoire dans le bourbier que représentent certaines artères. Tout le monde s'en plaint, des bouchons partout à Port-au-Prince, la zone métropolitaine devient invivable. Certains pensent qu'il y aurait déjà trop de voitures qui circulent, que ce soit à Delma, Pétionville, Bourdon, Frères, entre autres, pendant que certaines voies sont libres, pourtant difficiles d'accès, à cause des groupes armés qui créent des casse-têtes aux citoyens. Personne ne semble trouver anormale la situation. Certains prennent leur mal en patience, en restant dans la ligne qu'on pourrait dire légale. Ceux qui se pensent les plus malins, créateurs de désordre et de chaos, font le pitre en multipliant les fils. Les policiers paraissent toujours débordés par la situation. Les chefs, les officiels, font le zouave mieux que tous les autres en fous sur la route. Ils font jouer de leurs sirènes en violant toutes les règles de la circulation. Certains vont même jusqu'à aller en contresens. Mais quels policiers
oserait les réprimander, voire les infliger une contravention. Les embouteillages, tels qu'ils se présentent, deviennent un problème qui doit interpeller les instances concernées, à savoir la police nationale et le ministère des Travaux publics. Toutefois, les éternelles revendications des usagers de ce tronçon de route et des riverains n'ont pas encore poussé les autorités à agir. Certains s'interrogent en ce qui concerne l'origine de cet embouteillage constaté dans la capitale, amis téléspectateurs, et parviennent à cette conclusion. Si en pile zone de la capitale l'a bloquée, notamment Crispois, Nazon, et l'autre côté, tant qu'au carrefour aéroport jusqu'au niveau de Delma 30, eh bien, en pile monde qui a machine, qui a moto, ils prennent refuge dans les communes de Delma et de Pétionville, ce qui crée maintenant un embouteillage assez monstre, que ce soit à Delma, à Pétionville, sur la route de Bourdon, entre autres. Jerry Torchon et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Autre grande question d'actualité, l'affaire des 100 millions de gourdes à la Banque nationale de crédit continue de créer des tensions en Haïti, notamment à raison des mandats de comparution lancés contre 3 conseillers présidents, Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles. Les avocats des inculpés contestent l'autorité du juge Benjamin Félismé, désigné pour instruire l'affaire. Ils font valoir que leurs clients, à raison de leur statut de haut fonctionnaire, notamment en tant que conseiller président, bénéficient de privilèges qui les mettent à l'abri d'une convocation judiciaire, outre la Haute Cour de justice. Ils estiment que l'invitation du juge à leurs clients est illégale et qu'ils ne se présenteront pas devant lui. Certains experts juridiques, cependant, précisent que malgré leur haute fonction, ces conseillers n'ont pas de protection juridique équivalente à celle d'un président élu, et même un président ne jouit pas d'immunité. Selon eux, le juge Benjamin Félismé pourrait être autorisé à poursuivre l'instruction et à convoquer les inculpés. En somme, l'affaire est loin d'être réglée et pourrait continuer à provoquer des remous dans le paysage politique et judiciaire haïtien, avec des conséquences sur la crédibilité des institutions du pays. Rappelons que les 3 inculpés sont attendus respectivement les 9, 10 et 11 décembre prochains. Et pour une analyse approfondie de la situation, nous recevons l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc. Maître Camille Leblanc, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous, un plaisir de partager ce moment sur la situation du pays. Alors, nouveau rebondissement de l'affaire de corruption à la BNC. Les 3 conseillers présidents sont invités à comparaître devant le juge instructeur Benjamin Félismé les 9, 10 et 11 décembre prochains. Cependant, les avocats des inculpés contestent l'autorité du juge. D'autres pensent que les conseillers jouissent d'une certaine immunité et certains estiment qu'ils doivent se présenter devant le juge. Vous, qui êtes un ancien ministre de la Justice, aidez-nous à comprendre. Quel est le vrai du faux dans tout cela? Bon, il n'y a pas le vrai, il n'y a pas le faux. C'est une bataille, un combat. Et les avocats font leur travail, qui représentent des clients et qui soulèvent des points qu'ils estiment être conformes aux intérêts de leurs clients. Jusque-là, ceci n'a pas de problème. Mais écoute, ce qu'il faut comprendre, il y a un événement qui s'est produit avec la déclaration faite par un président d'une banque de l'État qui avait déclaré que ces 3 messieurs du Conseil présidentiel de transition avaient tenté d'obtenir des avantages qui ne sont pas des avantages normaux accordés à des gens occupant ces fonctions. Bon, il a même dit que ces gens avaient demandé $1 million. Maintenant, cette déclaration faite par le président envoyé au Premier ministre a été transmise à l'ULCC, qui a diligenté une enquête. En effet, les 3 conseillers s'étaient volontairement présentés devant la Cour suprême des comptes et le conseil ULCC, devant l'ULCC, de lutte contre la corruption, qui est le premier maillon d'une enquête pour corruption. Ces gens s'étaient
présenté. Donc, ce faisant, ces conseillers avaient accepté la quête qui était digérée contre eux. À partir de ce moment-là, la suite étant une suite normale, une fois l'ILCC déclare que les soupçons sont établis, sa mission est de transmettre le dossier au commissaire de l'ordre. Donc, selon vous, les conseillers présidents devraient répondre à l'invitation du juge instructeur? Obligatoirement, puisque eux-mêmes avaient accepté de comparaître par devant l'institution qui est le maillon le premier maillon de l'enquête sur la corruption. Donc, ils avaient accepté cette enquête. Donc, automatiquement, ils savent très bien. La suite de tout ça, c'est que si l'ILCC estime que les soupçons sont fondés, le dossier sera transmis au commissaire de l'ordre, qui, lui, est obligé de transmettre au cabinet d'instruction. À ce stade-là, on est dans un schéma normal d'enquête sur un cas de corruption. Alors, Maître Camille Leblanc, vous nous dites que les conseillers présidents ont choisi volontairement de se rendre à l'ULCC pour répondre. Maintenant, supposons qu'ils n'y étaient pas. Est-ce que aujourd'hui, l'invitation du juge instructeur, justement, il devrait le répondre coûte que coûte, obligatoirement? Non, ça veut dire que s'ils n'avaient pas accepté de se présenter pas devant l'ULCC, ça aurait beaucoup plus de cohérence, leur démarche aurait beaucoup plus de cohérence. En acceptant de se présenter devant l'ULCC, il n'y a pas de cohérence à refuser la comparution, le mandat de comparution du juge d'instruction. Donc, pour moi, c'est ça. Mais dans tous les cas, ce que soulèvent les conseillers, ils réclament des prérogatives en termes de privilèges de juridiction. Pour eux, il y a une autre juridiction qui devrait les entendre. Je ne comprends pas et je ne sais pas sur quoi ces avocats ont pu baser leur assertion pour dire que ces gens ont le privilège. Parce que c'est des gens qui sont arrivés à partir d'un accord avec CARICOM, un accord privé, l'accord du mois d'avril 2024, entre des partis politiques. Ils se sont fait accompagner par CARICOM pour mettre en place une tentative de réponse politique. Donc, c'est un contrat privé avec l'assistance des étrangers. Je ne vois pas pourquoi ils peuvent revendiquer des prérogatives constitutionnelles alors que dans toute leur démarche, il n'y a rien de constitutionnel. C'est une démarche de partis politiques, de membres de la société civile et même du patronat ou du secteur privé en Haïti, en termes de réponse. Jusque-là, c'est une tentative de partis politiques que je trouve tout à fait légitime. Alors, mais selon vous, Maître Camille Leblanc, le privilège constitutionnel, c'est quand même un peu fort. Alors, Maître Camille Leblanc, selon vous, les conseillers présidents ne jouissent d'aucune immunité? Aucune immunité, ne jouissent d'aucune immunité. J'aurais pu comprendre que le coordonnateur de tout ça, actuellement, M. Voltaire, qui est le président, c'est lui qui, au nom du Conseil présidentiel de l'Emploi, joue le rôle de président. J'aurais pu comprendre que lui, il revendique une chose comme ça. Mais les 9 membres de cette histoire ne sauraient revendiquer des privilèges quelconques, d'immunité ou quoi que ce soit. Donc, je pense que, d'ailleurs, retournons sur un point fondamental. Il revendique une institution qui n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les formalités impossibles. Parce qu'il n'y a pas de haute cour de justice. Parce qu'il n'y a pas les institutions pour mettre en place la haute cour de justice. Donc, vous savez très bien que cette institution n'existe pas. Vous demandez un privilège d'une institution qui n'existe pas. Donc, quel devrait être le recours en ce sens? Purement le droit de ne pas répondre devant la justice. Vous revendiquez l'impunité. Donc, vous n'avez pas l'impunité, vous n'aurez pas l'impunité. Vous répondez devant vos juges, et si vous n'avez pas commis cette infraction, le juge va apprécier et va faire droit à votre demande, mais venir revendiquer quelque chose qui n'existe pas, juste pour essayer d'avoir l'impunité, je pense que c'est très maladroit et ça ne marchera pas. Dernière question, Maître Camille Leblanc. Qu'est-ce qui se passera
si les conseillers présidents refusent de répondre à l'invitation du juge Benjamin Félismé? Très simple. Quand le juge envoie un mandat de comparution, ça veut dire que le juge vous demande de comparaître volontairement par demande. Si vous refusez de le faire volontairement, il le fera forcer. Ça veut dire qu'il demandera à la police de vous forcer à comparaître. C'est ce qu'on appelle le mandat d'amener. On descendra un mandat d'amener et ces messieurs comparaîtront de force par devant ce juge. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous n'avez pas voulu comparaître volontairement, auquel cas il vous aurait entendu tranquillement et vous aurez laissé rentrer chez vous. Si vous refusez de comparaître, et quand il vous forcera à venir, il ne va pas vous laisser retourner chez vous. Il va vous mettre en dépôt quand il aura besoin de vous, que vous serez disponible, qu'il vous trouvera. Et c'est pour ça que je pense que ce serait une très mauvaise démarche que les 3 conseillers décident de ne pas comparaître devant la justice. Encore une fois, si vous dites que vous êtes l'exécutif de ce pays, vous dites que vous êtes les dirigeants de ce pays, ça veut dire que vous devez croire dans la justice de ce pays. Si vous ne croyez pas dans la justice de ce pays, c'est quand même grave que des dirigeants de ce pays nous disent clairement qu'ils ne croient pas dans la justice de ce pays. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre chose. Il faut renvoyer tout le monde pour faire autre chose. Mais sinon, vous devez croire dans la justice de ce pays pour que les simples citoyens, les simples justiciables puissent croire dans la justice de ce pays. Un juge vous demande de comparaître parce qu'on a besoin d'informations de vous, vous devez répondre à ça. Si vous refusez, on vous forcera à le faire. Je pense que vous ne pouvez pas. La police sera obligée d'exécuter la décision du juge en vous forçant de comparaître manu militari. Et je pense qu'il faut éviter ça. On demande à ces conseillers d'éviter à la police d'avoir à faire ça et d'avoir à faire vivre à ce pays ce scénario-là où un conseiller présidentiel est miloté, forcé à comparaître par devant un juge. Maître Camille, tout à fait éviter ça. Maître Camille Leblanc, merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce dossier. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà donc les précisions portées par l'ancien ministre de la Justice, Maître Camille Leblanc. Il était l'invité de Maître News ce soir. Il nous éclairait sur le dossier concernant les 3 membres du Conseil présidentiel inculpés dans l'affaire de corruption à la BNC. Autre nouvelle, près de 3 mois après la publication de la liste des membres du Conseil électoral provisoire, l'exécutif a finalement complété la structure. 2 nouvelles femmes y ont été intégrées. Magali Georges, désignée pour représenter le secteur des droits humains en remplacement de Maître Gédéon Jean, dont la nomination avait suscité des désaccords, et Yves-Marie Édouard, qui représente désormais le secteur des femmes au CEP, en lieu et place de Marie-Rebecca Guillaume. Par ailleurs, des mesures ont été prises concernant la Direction générale des impôts, où les employés sont en grève depuis un certain temps. Le bureau de suivi de l'accord de Montana a rejeté une invitation à rencontrer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, critiquant sévèrement le gouvernement. Dans une lettre du 30 novembre, le BSA accuse le Conseil présidentiel de transition d'avoir perdu sa légitimité nationale et de se concentrer uniquement sur la reconnaissance internationale, tout en cédant à des initiatives étrangères. Le groupe Montana dénonce également des pratiques de corruption au sein du CPT, affaiblissant l'image de la présidence. Le BSA déclare que le gouvernement actuel n'est qu'une continuation du précédent, marqué par la même illégitimité et des conflits d'intérêts. Il déplore l'incapacité de l'exécutif à répondre aux besoins de la population souffrant de violences quotidiennes. Les signataires de l'accord de Montana appellent à mettre fin aux pratiques politiques nuisibles et à trouver rapidement une solution durable à la crise, respectant les principes des accords de transition. Par ailleurs, le groupe Montana, en tant que signataire de l'accord ayant leurs membres au CPT, n'a fait aucune proposition constructive en vue d'un dégel de la crise. Pour refermer cette page, la décision du Conatel de suspendre l'émission Boucanter la parole sur Radio Méga continue de faire des remous dans l'actualité.
Ce mercredi 4 décembre, Joseph Guilher-Sedelva, secrétaire général de l'association SOS Journalistes, a manifesté devant la Villa d'accueil, demandant au Conseil présidentiel d'annuler la décision du CONATEL. Selon lui, il s'agit d'une décision arbitraire et illégale, en dénonçant notamment le comportement dit autoritaire du CPT. Après des échanges avec les conseillers présidents Leslie Voltaire et Louis-Gérald Gilles, ainsi que le directeur général du CONATEL sur le sujet, Guilher-Sedelva met en garde les autorités contre d'éventuelles mobilisations si la situation reste inchangée. Suivons les propos de Guilher-Sedelva. Et ça, pas de l'autre nom. Vous savez bien, ça va de l'autre nom. Ça, les dictatures. Ça, les groupes en est. Et ça, nous quittons déjà. Nous allons étape ça, sur le gouvernement, la vie fait dictature dans le pays d'Haïti là. Après tout gouvernement qui fait, des gens mourir, un peu de monde mourir. Donc ça, nous disons CPTA, ensemble avec le gouvernement, que pas être menti. Ça n'a pas passé. Faites-moi confiance. Pas aucun moyen que ça va passer. Aucun moyen. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Les gangs tentent d'étendre leur influence et progressent dangereusement vers Delma et Pétionville. De la nuit du 3 au 4 décembre, les habitants de Crissois, Delma 32 et des zones avoisinantes ont vécu une nuit de terreur. Pendant ce temps, les agents de la police nationale d'Haïti tentent de contenir leur avancée. Scandale de corruption à la BNC, les conseillers présidents bénéficient-ils d'une immunité ? L'émission de mandat de comparution à leur rencontre divise l'opinion, certains soutenant la démarche, d'autres s'y opposent. Et puis le Conseil électoral provisoire est désormais au complet. 2 nouvelles femmes, Magali Georges et Yves-Marie-Édouard, rejoignent les rangs, complétant la liste des représentants des 9 secteurs prévus pour composer cet organe. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment pour votre attention et pour votre confiance. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Métropole. Bonsoir.